Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Je vais parler de ces substances utiles exogènes. Alors, on va se fixer des objectifs. On ne peut pas enseigner sans pour autant vous expliquer ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est une certaine compréhension par rapport à ces ressources géologiques d'origine exogène. Le comprendre, ça veut dire tout simplement pouvoir expliquer les processus par lesquels ces substances se mettent en place. De pouvoir également les catégoriser, les classer en différents types de substances utiles. Et surtout, de pouvoir donner leur intérêt sur le plan industriel ou bien sur le plan économique toujours. D'accord? Aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de pétrole, de gaz, d'or, etc., etc. Et à votre niveau, en tant qu'étudiant ayant fait la licence, il faut que vous ayez quand même des idées sur comment ces substances se forment et quelles sont les différentes catégories de substances, quels sont surtout leurs intérêts sur le plan économique. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Alors, si on entre un peu dans le détail pour voir comment cet objectif principal est décliné, on va essayer de voir avec vous ou alors de vous amener à pouvoir décrire ces processus de minéralisation. On va revenir tout à l'heure sur ces définitions-là. Les processus de minéralisation et de mise en place des différents types de gisements exogènes. Vous amener à pouvoir décrire les caractères et les propriétés physico-chimiques, expliquant ou bien justifiant un peu leur utilité sur le plan économique. D'accord? Mais surtout de pouvoir les classer selon plusieurs critères. Pouvoir les classer en fonction de leur mode de genèse, une classification qui va être calquée un peu sur la classification des roches exogènes. D'accord? Si vous vous rappelez, si on vous parle de classification génétique des roches exogènes, une classification qui est basée sur le mode de genèse, mode de mise en place des roches exogènes. Vous allez me parler bien sûr des roches détritiques, des roches chimiques, des roches biochimiques, peut-être la catégorie des roches résiduelles. D'accord? Avec ces différentes phases, érosion, altération, transport et sédimentation. Mais entre les détritiques, entre les éléments ioniques et les éléments biologiques, vous n'avez pas le même type de précipitation, le même type de formation. Donc là également, il y a des gisements qu'on peut classer en fonction de leur mode de genèse. Vous avez également une classification qui va être basée sur la nature du gîte, la nature du gisement. Et là, vous avez minéraux ou bien les minéraux de précipitation, de placers, on va revenir sur cette définition-là, les minéraux d'altération et les minéraux résiduels. Et puis, une classification qui va être basée sur les caractères et propriétés physico-chimiques pour un peu expliquer leur usage. Une classification qui est basée sur les différents types d'usage de ces minéraux. En tant que source d'énergie, en tant que métaux utilisés dans la métallurgie ou autre chose. On est d'accord? Donc, si à l'examen, on vous donne des substances utiles, on vous demande de les classer, on vous précisera. Cette classification doit être basée sur quels critères. Vous pouvez les classer, on vous donne plusieurs substances avec plusieurs types de classification. Chaque substance, vous devez classer ça dans une catégorie bien déterminée. Alors, en résumé donc, ce sera, par rapport à l'objectif, ce sera de partir d'un contexte géologique de mise en place, contexte endogène ou exogène, expliquer les processus qui vous amènent à différents types de gisements et à expliquer à partir de leurs caractéristiques chimiques leur utilité économique. Alors, cette première séance, on va surtout parler des généralités et des définitions. En commençant par la définition même des substances utiles de minéraux, de gisements. Ce terme que vous avez par exemple ici, le minerai, si vous cherchez des mots de même famille, vous allez voir, il y a
il y a minéral, il y a mine. Très souvent, vous entendez parler de mines ou bien de carrières. D'accord? Donc, c'est l'occasion de lever toute équivoque ou bien toute nuance entre certaines terminologies qui semblent signifier la même chose. Quand on dit minéral, souvent on pense que c'est la même chose alors qu'il y a des différences. Quand on dit mine, on dit carrière, etc., c'est la même chose. Alors, selon vous, c'est quoi un minéral? Minéral. Les vacances sont finies. On va descendre sur la L1. Un minéral, oui? C'est une entité composée d'éléments chimiques. D'accord? C'est pas faux. Entité d'éléments, constituée d'éléments chimiques, constituée d'une association d'éléments chimiques, ok? Comment vous pouvez définir encore un minéral? Matière minérale, matière organique. Dans la vie, il y a que ces deux. Matière minérale ou matière organique. Donc en matière minérale, c'est quoi? Matière minérale ou bien substance minérale, c'est quoi? Oui? C'est un élément inorganique. Composé de cristaux. Un cristal, c'est un minéral. Hein? Ce qui appelle le cristal, c'est ça le minéral. Donc peut-être, si tu parles de la définition de ton camarade, il parle d'association d'éléments chimiques. Et association d'éléments chimiques. Alors, on va dire tout simplement que un minéral, c'est un corps ou bien une substance inorganique naturelle dont l'association de plusieurs types de ces minéraux-là donne ce qu'on appelle les roches de phosphore. Je répète, le minéral, c'est un corps ou bien une substance naturelle inorganique constituant principal des roches de l'écosphère. Corps inorganique, corps ou substance inorganique naturelle et constituant principal des roches de l'écosphère. N'est-ce pas? Alors maintenant, ce minéral, ou bien la roche qu'elle constitue, ce minéral, ou bien la roche qu'elle constitue, elle peut se retrouver sous différents états. À l'état liquide, à l'état gazeux ou encore à l'état solide. On est d'accord? Alors, ce qu'on va appeler comme minéré, ce sera tout simplement une substance minérale solide dont l'exploitation va générer des intérêts. Donc le minerai, c'est un minéral, ou bien une substance minérale solide dont l'exploitation va générer des intérêts. Alors le plus souvent, c'est une substance minérale qui est riche en métaux. Substance minérale solide riche en métaux. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de substance où on peut trouver des éléments chimiques métalliques? Hein?
substance dans laquelle on peut trouver des éléments chimiques métalliques. Oui. Les minéraux de fer, c'est-à-dire des substances qui sont essentiellement constituées d'éléments ferrigènes. D'accord. Alors, pour citer la bauxite par exemple, dans la bauxite, vous avez l'aluminium et d'autres éléments chimiques associés. D'accord. L'apatite, qui est un minéral, où on peut trouver également tous ces éléments chimiques-là, comme l'aluminium. Pourquoi on exploite la bauxite pour extraire cet élément métallique-là, qui est l'aluminium. D'accord. Alors, maintenant, on appelle gisement un endroit tout simplement où vous avez une concentration d'un élément chimique très important, très précieux. C'est juste un endroit où vous avez une concentration d'un minéral ou bien d'un corps chimique très important. Alors, quand ce gisement est en exploitation, c'est en ce moment qu'on parle de mine. Ce que je viens de dire, si vous lisez le résumé dont je vous ai parlé tout à l'heure, les définitions sont là-bas. Et je répète ça pour que vous puissiez quand même fixer les idées. D'accord. Donc, essayez de faire cette différence-là entre minéré, minéral, mine. Mais également la notion de gisement et sa relation avec mine. D'accord. Je viens de dire qu'un gisement, c'est lorsque vous avez un endroit où vous avez une certaine concentration d'une substance qui est utile. Et quand cette substance est en exploitation, on parle de mine. Le plus souvent, il s'agit de gisements qui sont métalliques, qui sont très riches en éléments métalliques, ou bien en minéraux très précieux, même si ce n'est pas métallique, comme le diamant. D'accord. Alors maintenant, on peut parler de carrière. Vous avez entendu parler de carrière de calcaire, carrière de basalte, carrière de sable, carrière de latérite, etc. Donc quand on parle de carrière, ça concerne plutôt des matériaux de construction qui ont une valeur commerciale moindre que les substances précieuses dont je viens de parler, notamment les éléments métalliques. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'ai dit gisement en exploitation. Un lieu de gisement en exploitation s'appelle mine. Alors que carrière, c'est un lieu d'exploitation de matériaux de construction. C'est pourquoi on peut parler de gisement de fer, gisement d'or, gisement de diamant, gisement de pétrole, gisement de gaz, mais vous n'entendrez jamais parler de carrière d'or, carrière de diamant, carrière de pétrole, non. Parce que ça concerne plutôt les matériaux de construction. On est d'accord? Alors, la notion de matériaux et de matériel. Quand on dit matériaux, même au singulier, matériaux sans X, ce sont tout simplement de façon générale les géoressources. Matériaux de l'écorce terrestre, ce sont les géoressources. Mais quand on dit matériel maintenant, il faut penser plutôt aux outils utilisés, surtout dans la construction, dans les BTP. Les outils, c'est quoi? Du plus petit au plus grand, ça peut être une truelle, un marteau, ça peut être un brin, ça peut être une grue, ça peut être une bétonnière, etc. Ça, c'est les matériels. Mais quand on dit matériaux, il faut penser plutôt aux éléments géoressources. Depuis le sable, les graviers, le fer, etc. Ouais? Si vous regardez ce bâtiment-là, vous avez les matériaux qui sont là-bas. Mais ce bâtiment a été construit grâce à des matériels. Donc là aussi, il faut faire emploi à ces terminologies. On est d'accord? Maintenant, quand on parle de substances utiles, vous comprenez pourquoi c'est utile. Substances utiles, ce sont tout simplement ces géoressources ou bien ces ressources géologiques, n'est-ce pas,
constituée soit de roches ou de minéraux. Ça peut être une roche monominérale, un seul minéral, ou bien une association de minéraux, c'est-à-dire de roches, d'accord, caractérisées par leurs propriétés physico-chimiques. Et parmi ces propriétés physico-chimiques, de ces minéraux ou bien de ces roches-là, vous avez la couleur de la substance minérale. On peut se baser seulement de la couleur, de la transparence ou bien de l'éclat d'un minéral pour l'exploiter. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut se baser seulement sur la beauté d'un minéral pour l'exploiter. Donnez-moi un exemple. Le diamant. Par rapport à son éclat, par rapport à sa transparence, par rapport à sa couleur, le diamant est très recherché. Donc sur le plan esthétique, très recherché. Mais également par rapport à sa dureté. Ça, vous l'avez appris depuis la première année. Que le minéral le plus dur, c'est le diamant. C'est pourquoi quand on veut couper des roches, quand on veut couper des éléments métalliques, on utilise toujours une scie à dents diamantées. Quand on veut faire des forages, on ne sait pas quel type de matériau on va traverser, il faut utiliser une matière, bien un matériau dont la dureté permet de couper toutes sortes de roches. Il faut utiliser le diamant. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé la propriété et la dureté de ce minéral-là pour faire un travail mécanique. D'accord? On utilise également la fusibilité, cette capacité du minéral à pouvoir fondre et être transformé en un autre type de matériel ou de matériau. D'accord? Un minerai de fer peut être exploité par une fonte pour extraire l'élément fer et puis en faire d'autres types de matériel ou bien de matériaux. D'accord? L'autre propriété physico-chimique, c'est l'isotopie d'un minéral, c'est-à-dire les isotopes fissiles. Rappelez-vous de ce que c'est les isotopes. Les isotopes. Si vous prenez le cas du carbone, quels sont les isotopes du carbone? Carbone 12, carbone 13, carbone 14. C'est-à-dire des atomes de même nature, mais qui se diffèrent par rapport à leur numéro atomique. D'accord? Si vous vous rappelez, il y a ces isotopes qui interviennent beaucoup dans la datation des roches, notamment l'uranium. On avait vu que l'uranium se caractérise, du moins l'aspect de la datation de l'uranium se caractérise par le fait que c'est un isotope qui est capable de se désintégrer. D'accord? Et que cette désintégration peut être à l'origine de la production d'énergie. Quand l'isotope de l'uranium ou bien du thorium est bombardé par des noyaux neutroniques, ça se désintègre, en même temps ça fournit une forte énergie. Donc c'est un minéral également qui est très recherché dans la production d'énergie nucléaire. Voilà, d'accord. Alors, on parle de coupage calorifique, il y a également les roches fossiles. Exemple de roche fossile. Okay. Roche fossile capable de fournir de l'énergie. Le charbon, d'accord? Le charbon, la lignite, la tourbe, etc. Et quand ça se retrouve à l'état liquide, vous êtes dans le pétrole. D'accord? Donc, vous avez une source énergétique d'origine organique, mais également vous avez une source d'énergie d'origine minérale, comme ces isotopes fissiles d'uranium. D'accord? Donc, géoressources ou substances utiles, ce sont ces substances qui se caractérisent par ces propriétés-là, expliquant un peu leur usage dans ces différents domaines. Domaine de l'industrie métallique, dans la métallurgie et la sidérurgie. La métallurgie, ce sont ces techniques et procédés par lesquels on traite un gisement pour en extraire des métaux. Et les métaux, vous les connaissez.
pour en extraire des métaux. Mais quand il s'agit de procédés ou bien de techniques par lesquelles vous travaillez pour extraire un seul minéral qu'est le fer, vous êtes dans la sidérurgie. Donc la sidérurgie, c'est une branche de la métallurgie. L'industrie chimique, vous entendez parler de phosphate. Et dans les phosphates, vous pouvez trouver plusieurs autres éléments chimiques qui ont leur utilité sur le plan économique. Même l'uranium se retrouve dans les phosphates. Donc quand vous travaillez, vous traitez un minerai, une substance organique comme le phosphate, pour en extraire des éléments chimiques à des fins pharmaceutiques ou bien pour la production d'engrais, d'accord, vous êtes dans l'industrie chimique. Donc ça veut dire que c'est des substances utilisées grâce à leurs propriétés dans ces différents types d'industries, mais également utilisées dans la haute technologie. Si on ignore tout ce qui est bois, tout ce qui est table, tout ce qui est tissu, tout ce qui est caillou, tout le reste qu'on peut trouver par exemple dans la salle a une origine minérale, origine terrestre, si vous voulez. D'accord? Vous pouvez avoir ces éléments chimiques là qu'on ne peut même pas imaginer, surtout ce qu'on appelle les terres rares, qui sont utilisées dans cette haute technologie pour fabriquer les téléphones, tous les accessoires du téléphone, les puces, etc., les écrans, ordinateurs, etc. Tous ces éléments-là interviennent dans, n'est-ce pas, dans la haute technologie. Pour expliquer encore l'utilité de ces substances, on les appelle des substances. Dans la production d'énergie, on a donné l'exemple tout à l'heure, que ça soit fossile ou nucléaire, mais également il y a une autre source d'énergie qui n'est ni nucléaire ni organique. C'est quoi? Quelle autre source d'énergie on peut distinguer en dehors d'une origine organique et d'une origine nucléaire? Énergie solaire, d'accord? Ou encore? Éolienne. Solaire, éolienne, ou encore? Hydraulique. Parce que c'est une substance minérale. Hydraulique. D'accord. Alors, vous avez des matériaux également de construction, partant des sables, des calcaires. Vous avez des carrières de calcaire, des carrières de basalte, qu'on utilise en tant que gravier, ou bien ce qu'on appelle communément béton. C'est des graviers, par compactage, vous avez des granulats qui vont être utilisés pour faire du béton armé. D'accord? On peut citer d'autres types de minéraux. Alors, vous avez les définitions qui sont là, on en a déjà parlé. Pour le minerai, pour le gisement qu'on appelle encore gîte. D'accord? Alors, ce qu'il faut surtout retenir par rapport au gisement ou gîte, c'est une concentration anormale à très anormale d'un ou de plusieurs éléments chimiques disséminés dans l'écorce terrestre. Alors, cela veut dire, pourquoi on dit concentration anormale? Parce que tout simplement, de façon générale, quel que soit l'élément chimique ou bien le minéral que vous prenez, sa teneur dans l'écorce terrestre ou bien sa teneur dans la croûte terrestre est relativement faible. Vous prenez l'élément chimique aluminium, sa teneur connue dans l'écorce terrestre est très faible. Et cette teneur-là constante s'appelle le clark, quel que soit l'élément chimique. Donc on va retenir cette notion-là qui va revenir tout à l'heure, le clark, qui est la teneur d'un élément chimique dans l'écorce terrestre. Sa teneur constante dans l'écorce terrestre. Et une teneur qui est le plus souvent relativement faible. Maintenant, si accidentellement, ou bien par des processus différents, vous avez cet élément-là qui se retrouve concentré quelque part, vous allez évidemment avoir une concentration qui va être supérieure au clark. Et en ce moment, on dit qu'il y a une anomalie quelque part. Alors, si cette teneur-là, cette concentration atteint un certain taux, mais on peut dire qu'en ce moment, là, on peut commencer à
à exploiter. Parce que la teneur est relativement importante pour qu'on puisse parler en ce moment de gisement. Gisement de fer, gisement d'aluminium, etc. Parce que la concentration de fer, la concentration de l'aluminium est relativement importante dans ce cycle. Je pose la question, par quel mécanisme d'exemple on peut se retrouver avec un élément chimique ou bien un minéral concentré dans un milieu? Donne-moi juste un exemple. Oui. Par érosion. Oui. Quand il y a érosion ou bien altération, surtout quand vous avez des eaux d'infiltration qui passent en profondeur, c'est comme si vous avez une sorte de lessivage de certains éléments chimiques. Donc les eaux vont drainer avec eux certains éléments chimiques et les concentrer quelque part en profondeur et puis provoquer une précipitation ou bien une cristallisation. Si les substances se retrouvent à une certaine profondeur, il va y avoir une certaine chaleur et dans cette chaleur-là, la substance peut cristalliser. Ou bien si c'est à une température relativement faible, la substance peut précipiter. En ce moment, vous avez une concentration de l'élément chimique. Vous avez un gisement de l'élément chimique. Voilà. Alors, un gisement également, ou bien un giste, se définit par rapport à sa position qui peut être cartographiée. Parce qu'il faut que ce gisement puisse être délimité dans l'espace. Délimité dans l'espace, que vous sachiez déterminer sa longitude, sa latitude et peut-être sa profondeur. Alors, si vous avez une substance qui est là concentrée, vous savez définir ses coordonnées géographiques. Vous savez définir la profondeur dans laquelle la substance se retrouve. Qu'est-ce que cela vous amène finalement? À pouvoir quantifier tout simplement cette substance. Même si cette quantification va être un peu extrapolée, mais quand même ça vous permet de faire une quantification et de vous dire que nous avons tel, il s'agit de pétrole par exemple, on va dire, nous avons une réserve de tel baril dans le sous-sol. On est d'accord? Alors maintenant, le terme de gisement peut être défini du point de vue économique comme du point de vue géochimique. Vous allez voir cette différence. Alors, quand il s'agit maintenant de gisement métallifère, retenez que si on parle de métal, voilà les éléments qu'on cite, et qu'ils sont exploités que si la teneur dans la roche est plus forte que celle moyenne. Ou alors si on sait déterminer ce qu'on appelle le facteur de concentration ou bien le taux d'enrichissement, qui est égal à R. R égale teneur moyenne d'exploitation sur le clade. Le clade, on a dit que c'est la teneur moyenne de l'élément en question dans la couche terrestre et dans l'écorce terrestre de façon générale. R, c'est un rapport teneur moyenne d'exploitation sur le clade. Alors si R est égal à 2 par exemple, qu'est-ce que cela signifie? Est important par rapport à la normale, d'accord? Ça veut dire encore que là où vous avez fait des mesures, que la teneur du gisement, la teneur ou bien du site que vous êtes en train de visiter, d'explorer, la teneur présente une teneur deux fois supérieure à la normale. Que là où vous êtes en train de faire des investigations, de faire des recherches, de faire ce qu'on appelle l'exploration, vous avez découvert que la teneur du minerai ou bien de la substance cherchée est 2 fois la normale. Il y a une anomalie. D'accord? Cette teneur peut faire 100 fois la normale. Maintenant, ce taux d'enrichissement ou bien ce facteur de concentration
évolue en fonction des éléments chimiques, ou bien en fonction des minéraux que vous cherchez. Vous verrez, il y a un tableau qui va suivre. Pour chaque type de substance, vous avez un facteur d'enrichissement qui est déterminé. D'accord? Si vous voulez exploiter de l'or, d'accord, il faut que la teneur dans le site que vous êtes en train d'explorer, que cette teneur soit n fois à la normale. Sinon, si vous vous aventurez pour faire une exploitation, vous allez tout droit à l'échelle, à la perte. Vous comprenez? Alors, un gisement métallifère correspond dans la majorité des cas à une concentration plus ou moins anormale d'un ou de plusieurs métaux. Ça veut dire tout simplement que le plus souvent, quand on cherche un métal, le métal est très souvent associé à d'autres métaux. On appelle ça un alliage. Quand vous cherchez de l'or, l'or le plus souvent est associé à d'autres types de métaux, comme l'or des fous. C'est quoi l'or des fous? La pyrite. Il y a la pyrite, mais il y a d'autres types de métaux dont l'or est toujours associé. D'accord? Vous avez de l'or, vous avez en réalité un alliage. Alors quand on vous dit que vous avez, j'ai de l'or 24 carats, ou bien j'ai de l'or 12 carats, qu'est-ce que cela signifie? Et je suis sûr et certain que vous avez toujours entendu parler de ça. Alors, or 12 carats, ça veut dire que dans un alliage qui fait 24 grammes, l'or pur fait 12 grammes. Or, 9 carats, vous avez un alliage de 24 grammes, dans lequel l'or pur fait 9 grammes. Alors, quand on vous dit or 24 carats, ça veut dire que c'est de l'or pur que vous avez, ce n'est pas un alliage. Ouais, vous préférez avoir de l'or 24 carats. Alors, on verra tout à l'heure, par rapport à l'alliage, il y a un phénomène qui va se passer dans une ère magmatique qu'on appelle une sulfuration. Sulfuration, c'est tout simplement association d'éléments chimiques avec le soufre. Quand on parle de pyrite, ce sont des sulfures de fer, association de soufre et de fer. D'accord? Et comme on l'a dit, à chaque fois que vous avez de l'or, à côté vous avez un alliage avec la pyrite. Donc ce phénomène de sulfuration le plus souvent indique ou bien constitue des indicateurs par rapport à la présence de l'or. Substance utile comme l'or. On va y revenir tout à l'heure. Alors voilà le tableau dont je vous parlais. Vous avez quelques exemples d'éléments chimiques. Pour l'aluminium, vous avez la teneur dans la croûte ici. Et là, vous avez le facteur de concentration qui est égal à 4. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous explorez un milieu pour vouloir extraire de l'aluminium, il faut que dans ce site que vous êtes en train d'explorer, que la concentration soit, soit supérieure ou égale à 4 par rapport à la normale. Supérieure ou égale à 4, c'est 30. D'accord? Alors, si je prends l'or, l'or, hein, vous pouvez sortir quelque part ici, vous creusez, vous pouvez trouver sur des paillettes d'or. Il y a une concentration tellement faible que vous n'aurez jamais imaginé pouvoir. Oui, parce qu'on a dit, quel que soit l'élément chimique, ces éléments chimiques-là sont, on peut disséminer dans l'écorce terrestre, mais à des taux relativement très faibles. Si on prend par exemple le cas de l'or, regardez son plat, teneur moyenne dans l'écorce terrestre, on dit
0,003 ppm. C'est quoi ppm? Oui. Pourcentage. Alors, ça m'amène à vous donner encore un conseil. Quand vous apprenez au cours, vous devez maîtriser tous les termes du cours que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas maîtriser un cours s'il y a des notions ou bien des termes que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des lacunes. Donc, que ce soit des unités, que ce soit des termes ou autre chose, même une virgule, pourquoi la virgule est placée ici, ça peut changer le sens de la phrase. Il faut toujours maîtriser ce que vous êtes en train d'apprendre. Si dans les révisions, il y a des choses qui vous posent problème, mais la prochaine fois, il faut interpeller tout simplement l'enseignant. Là, je n'ai pas compris. Ce terme-là, ça signifie quoi? Ça, on apprend tout ça. L'enseignant est là pour échanger, pour vous permettre de maîtriser ce qu'il est en train d'enseigner. Il faut faire ces efforts-là pour essayer de maîtriser vraiment tous les termes ou bien les terminologies que vous utilisez dans vos cours. Alors, ppm, ça vous l'avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler, partie pour million. C'est-à-dire, si vous avez 1 million de parts, vous avez l'élément qui constitue un seul part dans ce million. D'accord? Donc, si vous avez une subdivision en millions de parts, l'élément prend une seule part, c'est-à-dire 1 ppm. C'est ce que ça signifie. Donc, quand on dit 0,00 ppm, imaginez que c'est vraiment un taux relativement 10 puissance moins 6. 0,003 10 puissance moins 6 grammes par rapport à sa concentration. On est d'accord? Donc c'est pourquoi quand je vous dis que si vous sortez, vous creusez, si vous trouvez ce pourcentage-là, c'est rien du tout. Maintenant, pour pouvoir dire qu'on va pouvoir exploiter l'or, il faut que ce pourcentage-là soit facteur de concentration. Facteur de concentration soit 30 000 fois plus important que ce taux de départ. Vous comprenez? En ce moment, vous pouvez dire qu'il y a de l'or. On dit qu'il y a un gisement d'or qu'il faut exploiter pour essayer d'extraire l'or. Malgré cette concentration-là, l'or reste encore une substance très faible en termes de quantité dans l'écorcelle, même si c'est réservé, du moins si c'est accumulé quelque part. Oui? J'ai pas entendu. ppm, oui. Vous dites? Signification. Oui, ppm. Vous avez entendu? J'ai dit partie pour million. Une partie pour 1 million de parts. Et billion, ça veut dire quoi? Milliard, billion. Million et milliard. Alors, le gisement ou gîte minéraux se forme suivant des processus variés. Chaque type de gisement est une catégorie différente, du moins définie par rapport à ses caractères géologiques, géochimiques et géophysiques. Chaque type de gisement
est une catégorie définie par rapport à ses caractères géologiques, géochimiques ou bien géophysiques. Pourquoi on parle ici que ce sont des modèles avec une signature géologique particulière, une signature géophysique particulière ou une signature géochimique particulière. Alors, les grands types de gisements sont en relation avec le magmatisme. C'est ce que vous allez faire avec l'autre collègue. D'accord? Un magmatisme qui va impliquer, bien sûr, à la fois les phénomènes magmatiques, volcaniques et même métamorphiques. On va brosser ça seulement et puis le reste, le collègue va s'en charger. Vous avez également, comme deuxième type de gisement, ce sont les gisements sédimentaires qui nous concernent, sur lesquels on va plutôt insister. D'accord? Alors, ces différents types de gisements permettent d'avoir deux grandes classes. La classe des gisements et des gîtes endogènes, mis en place par les processus endogènes. D'accord? Et dans ces gisements, vous avez les gîtes, la classe des gîtes minéraux magmatiques, la classe des gîtes minéraux hydrothermaux. On va revenir tout à l'heure sur l'hydrothermalisme, qui est principalement le phénomène à l'origine de la cristallisation dans les terres magmatiques. D'accord? Alors, sous-entendez par là, par magmatique, tout ce qui est plutonique et volcanique aussi. À côté, vous avez le phénomène métamorphique. Donc, les gisements magmatiques en liaison directe avec les intrusions de roches magmatiques. Exemple, la cristallisation, mais également la constitution des pegmatites. Les gisements hydrothermaux liés à la circulation d'eau chaude. Exemple, la formation des amants sulfurés, la formation des filons qui vont faire l'objet d'une cristallisation hydrothermique, et mais également la circulation de fluides dans les bassins sédimentaires. Des fluides qui ont une origine magmatique mais qui se retrouvent en circulation dans les bassins sédimentaires pour cristalliser. Ensuite, vous avez le lot des gisements exogènes, par les processus exogènes. Et là aussi, on peut faire cette classification pour parler des gîtes minéraux de précipitation, des gîtes qui se forment par précipitation directe en milieu aquatique. Si vous prenez le sel, qui se forme par précipitation chimique, on peut parler de gîte. Ça fait partie des substances minérales de sel. Le sel de cuisine, qui se précipite au lac Rose ou bien dans les marais savants du côté du Saloum. Ce sont des substances utiles également, mais qui ont une origine exogène et qui fait partie de la classe des gîtes formés par précipitation. Vous avez les évaporites de façon générale, mais également la formation de ce qu'on appelle les bifs. On va y revenir sur ça. Tandis, iron, formation des bifs, des minéraux de fer. Les gîtes minéraux en placère. Là, vraiment, ce sont des éléments détritiques à l'état solide qui se retrouvent lors du transport, accumulés quelque part, concentrés quelque part. C'est ça les placères. Donc, vous avez les gîtes minéraux placères déposés par l'hydrodynamisme. Vous avez les gîtes minéraux résiduels, produits résiduels. Quand il y a altération, vous avez des produits qui partent à l'état solide, d'autres qui partent à l'état ionique. Les résidus qui restent sur place peuvent subir une transformation pédogénèse et donner des substances également qui peuvent être très utiles, comme la bauxite. Alors, regardez bien cette partie. On va essayer de voir les phénomènes qui vont se passer dans cette ère magmatique et volcanique, où vous avez principalement ces deux phénomènes-là qu'on appelle la minéralisation et la sulfuration. La sulfuration qui est une minéralisation. Alors, quand vous avez une manifestation magmatique, vous avez ici une chambre magmatique. Avec le temps, vous avez une cristallisation qui est enclenchée. Alors, ça, on vous a appris que quand il y a cristallisation du magma, le plus souvent,
ça se fait de façon fractionnée. On parle de différenciation. On parle de différenciation mathématique. Quand il y a différenciation mathématique, ou une différenciation mathématique, ça signifie quoi? Ça veut dire que à des températures relativement élevées, vous avez un certain type de minéraux qui commence déjà à se cristalliser. Parce que le magma, rappelez-vous d'abord que c'est un bain fondu, c'est un mélange d'éléments chimiques à l'état fondu. Alors vous avez parmi ces éléments-là certains qui vont commencer à se cristalliser, donc à se détacher du magma. Ces éléments, c'est quoi? Ce sont les minéraux silicatés. En première année, vous avez appris les minéraux silicatés et les minéraux non silicatés. Et dans les minéraux silicatés, vous avez principalement des métaux. Des métaux ou bien des métalloïdes. Donc vous avez les minéraux silicatés qui commencent à se cristalliser. Et quand ces minéraux-là se cristallisent en profondeur, ça va donner les... Quand ces minéraux silicatés vont commencer à se cristalliser, ça va donner une catégorie de roches. C'est quoi? Les roches plutoniques. Ça commence à donner des roches plutoniques qui se caractérisent par rapport à leur état grenu, par rapport à leur état porphyrique, gros cristaux qui se constituent. Alors, vous avez des éléments silicatés qui se détachent, mais qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est essentiellement des fluides. Alors, les fluides ont toujours tendance à se déplacer d'un milieu où la pression est plus forte vers les milieux où la pression est moins forte. Donc, si on est en profondeur, la pression est beaucoup plus forte en profondeur que vers les surfaces. Donc, les fluides vont commencer l'ascension. Et pendant cette ascension-là, puisque vous avez des éléments qui se sont détachés du bain, mais les autres vont commencer à se concentrer dans ces fluides-là, à l'état liquide comme à l'état gazeux. D'accord? Alors, ces fluides, puisque étant encore relativement chauds, on va les appeler des fluides hydrothermaux. Et ces fluides hydrothermaux qui deviennent de plus en plus riches ou concentrés par rapport à des éléments chimiques, et ces éléments chimiques, ça peut être l'or, ça peut être le cuivre, ça peut être le plomb, ça peut être le zinc, etc. etc. Des éléments d'origine métallique. Puisque la concentration devient de plus en plus importante, c'est des éléments qui sont à l'origine à l'état de trace dans le magma, mais puisque ça commence à se concentrer dans ces fluides-là, lors de l'ascension, dans les cassures, dans les éclats, dans les crevasses, ces fluides peuvent finir par cristalliser. Autrement, on peut parler de minéralisation. D'accord? Donc, l'élément chimique comme l'or, le cuivre, qui au départ dans le magma était à une concentration relativement faible, va finir par se concentrer dans ces fluides hydrothermaux et se précipiter quelque part dans ces aires magmatiques. D'accord? Alors, cette précipitation, très souvent, est liée à ça, à ce qu'on appelle une sulfuration, c'est-à-dire une combinaison de ces éléments chimiques-là avec le soufre. Alors, quand ça se passe à des températures relativement élevées, des fluides qui ont déjà une origine magmatique, à des températures relativement élevées, quand le soufre s'associe à ces éléments chimiques-là, vous êtes dans la haute sulfuration. Il va se cristalliser et donner dans ces endroits-là ce qu'on appelle des filons ou bien des zones de minéralisation hydrothermale. Alors maintenant, à la différence de la faible sulfuration, regardez ce qui se passe. Vous avez les eaux de surface, les eaux de pluie, les eaux marines qui vont commencer à s'infiltrer depuis les températures ambiantes. De plus en plus, ces eaux, par leur infiltration, vont gagner en chaleur, vont s'échauffer. Ces fluides deviennent de plus en plus chauds, et quand un liquide devient de plus en plus chaud en profondeur, ce liquide va tendre davantage à altérer. Quand ça altère les roches en profondeur, ça va devenir de plus en plus concentré par rapport à ces éléments chimiques qui ont été arrachés des roches préexistantes. Surtout quand ces fluides se rapprochent de ces aires magmatiques, ces fluides vont également s'enrichir à des éléments chimiques qui sont libérés à partir du magma. Et ces fluides également vont commencer à se concentrer par rapport à des éléments chimiques. Et peuvent également finir dans ces environs-là
par cristallisé. Je ne peux pas dire précipité, mais je vais dire cristallisé parce qu'on est en profondeur et à des chaleurs importantes. Si c'était à des températures ambiantes à la surface, on allait dire précipitation. D'accord? Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle la minéralisation dans les aires magmatiques. Minéralisation qui se fait à partir de substances fluides libérées du magma. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les régions où vous pouvez trouver des roches magmatiques, peut-être même des roches volcaniques, ou bien des roches métamorphiques, dans ces zones-là, vous avez de fortes chances de trouver des concentrations accidentelles, des concentrations anormales de ces éléments chimiques-là. On parle de minéralisation dans ces zones, à travers des fracturations, à travers des jaclages, à travers des crevasses, etc. D'accord? Alors, même si ces fluides arrivent à la surface, à l'état de gaz, ces substances également peuvent avoir leur utilité pour la vie sur Terre. Si je prends le cas du gaz carbonique qui est dégagé, l'utilité du gaz carbonique pour la vie sur Terre, c'est quoi? Le CO2. Hein? Pour les plantes, la photosynthèse. Le soufre également élémentaire, très important pour la vie. Pour le corps ou même pour le corps de toute autre espèce. D'accord? Et ces substances également, ces autres gaز que vous avez ici, leur combinaison peut être à l'origine de la libération du soufre élémentaire. On peut citer d'autres gaz qui sont libérés de ces crevasses-là et qui ont leur utilité sur le plan vital. Alors, maintenant, là, c'est vraiment des phénomènes magmatiques. Nous, ce qui nous concerne, ce sont les phénomènes exogènes. Alors, vous pouvez imaginer tout de suite là où je vais aller. Puisqu'on parle de substances exogènes, quand on parle de phénomènes exogènes, cela suppose que vous avez des phénomènes d'altération, des phénomènes d'érosion, des phénomènes d'oxydation. Et qu'est-ce qui va être altéré, qu'est-ce qui va être érodé? Ce sont les formations géologiques les plus anciennes. Les formations géologiques les plus anciennes, ce sont les roches magmatiques, les roches métamorphiques et les roches volcaniques. Les roches sédimentaires sont des formations géologiques relativement récentes par rapport aux roches magmatiques. Donc, quand on parle de substances exogènes, à l'origine, ce sont ces phénomènes qui vont libérer ces substances exogènes. De façon générale, il y a d'autres substances qui peuvent être mieux formées dans les environnements exogènes. D'accord? Alors, c'est pourquoi vous avez ce schéma-là qui suit, où on montre un peu la relation entre les roches endogènes et les roches exogènes. Donc, quand vous avez ces formations préexistantes-là, avec ici des éléments disséminés à des concentrations relativement plus élevées maintenant, si ces environnements sont érodés, les produits d'érosion vont être drainés, soit à l'état détritique, à l'état solide, pour être accumulés dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les fleuves, dans les milieux marins. Ouais. Dans ces environnements, quand vous avez toute cette roche-là qui est altérée, dans les environnements immédiats, les premiers ruisseaux ou les premières rivières, vous pouvez trouver une concentration relativement élevée de ces substances chimiques-là, que ce soit l'or, le cuivre, etc. C'est la raison pour laquelle, dans les zones où vous avez ces formations géologiques, si vous avez des ruisseaux ou bien des rivières, vous verrez tout le temps des gens descendre dans les rivières, descendre dans les ruisseaux et faire ce qu'on appelle leur péage avec leur tamisé. Et il faut ramasser facilement des paillettes ou bien des pipettes d'or. D'accord? Maintenant, quand l'altération est beaucoup plus poussée, les produits vont être traînés sur une longue distance. Sur ces milieux fluviatiles-là, vous avez de moins en moins de chances d'en trouver. Dans les environnements sédimentaires, vous avez de fortes chances de les trouver. D'accord? Alors, si ce n'est pas également dans les fleuves, si vous êtes dans les environnements où vous avez un sol qui se forme, il y a des gens qui vont exploiter ces sols-là et pouvoir
extraire des pépites d'or, qui font également de l'orpaillage traditionnel. Sinon, vous avez tout simplement les sociétés minières qui viennent s'installer à côté des aires magmatiques pour essayer d'exploiter ces filons d'or ou bien ces zones minéralisées. On parle de filons d'or ou bien de zones minéralisées. Maintenant, quand vous avez une altération, vous avez ces éléments chimiques à l'état de trace ou bien à l'état majeur qui vont être libérés, transportés puis sédimentés. Et ça vous rappelle la mise en place de façon générale des roches exogènes. Comment se forment les roches exogènes? Soit par sédimentation décritique, par précipitation chimique, par précipitation biochimique faisant intervenir des organismes vivants, ou bien par la constitution d'un sol, ou alors par la fossilisation de cette matière organique, les matières organiques qui ont été constituées, la fossilisation de ces matières organiques aboutit à une biodégradation de cette matière organique qui va finir par être transformée en substance minérale. Une matière organique biodégradée en matière minérale également est une minéralisation. Donc la minéralisation, ce n'est pas seulement des fluides en profondeur qui cristallisent, mais ça peut concerner également de la matière organique, des restes des végétaux qui vont être décomposés, biodégradés pour donner maintenant une matière minérale. C'est la minéralisation et c'est le processus de formation, par exemple, des hydrocarbures comme le pétrole ou encore les gaz. On est d'accord? D'accord? Donc vous voyez que tous ces processus nous amènent maintenant à de véritables ressources géologiques pour former des minéraux, des minéraux ou bien des combustibles fossiles. Et maintenant, tout va être concentré dans les bassins sédimentaires. Quand vous avez un bassin, au niveau de ces régions montagneuses où vous avez ces formations magmatiques, l'altération va drainer ces produits-là juste dans les milieux de sédimentation. Ça, c'est très schématique. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'essentiel de ce qu'on appelle les substances utiles exogènes ont une origine endogène, suite maintenant à des phénomènes érosion, transport et sédimentation avec des processus que vous avez ici. Alors, puisqu'on parle de phénomènes d'érosion, d'altération, on fait un petit rappel par rapport au bilan chimique et minéralogique de l'altération. Ça, vous l'avez fait en deuxième année. Je vous en rappelle. Quand il y a une altération chimique surtout, et là le principal agent d'altération chimique c'est l'eau, qui provoque soit l'hydrolyse, l'hydratation, ça peut provoquer aussi l'oxydation. D'accord? Alors quand il y a par exemple l'hydrolyse des phosphates, ça tend à donner quoi? L'hydrolyse des phosphates. Les phosphates, tout ce qui est orthose, sanidine, flageolate, etc. Ça tend à donner de l'hydre. Oui, de façon générale, si vous voulez, les minéraux argileux. D'accord? Alors, on prend l'exemple d'une roche, par exemple, plutonique. Quels sont les principaux minéraux qu'on trouve dans les roches plutoniques? Le quartz, les feldspath, regroupant à la fois plagioclase, orthose, etc. Et puis vous avez les mica. Alors, parmi ces minéraux-là, quel est le minéral le plus résistant dans les conditions d'altération? Le quartz. D'accord? Donc quand vous avez une roche granitique qui est altérée, d'accord, tout ce qui est feldspath peut être transformé en minéraux argileux. Tout ce qui est minéraux filiteux, c'est-à-dire les micas, peuvent être complètement décomposés et vous avez le quartz qui va résister, qui va constituer un minéral résiduel qu'on peut retrouver concentré dans les milieux fluviatiques comme en milieu marin. Et ce sera la même chose si dans ces roches magmatiques vous avez des éléments de nature métallique plus ou moins résistants. D'accord? Les autres éléments vont être complètement hydrolysés ou bien hydratés
Et puis vous avez les éléments les plus résistants qui vont être concentrés quelque part sous forme de placeurs ou bien dans un endroit bien déterminé. D'accord? Donc, quand il y a altération chimique ou minéralogique, vous avez des éléments chimiques qui sont libérés pour l'action de l'hydrolyse, l'hydratation, etc. Vous avez les minéraux résiduels qui sont libérés, mais également vous avez une néoformation, soit par une combinaison de ces éléments chimiques, ou bien par exemple, le phénomène d'hydrolyse. Comme on l'a dit, hydrolyse, les phosphates donnent des exemples de ces minéraux argileux. D'accord? Minéraux argileux, ou bien par oxydation, les minéraux ferrugineux ou alumineux, ou encore si vous avez, à la suite d'une hydratation, ou bien d'une hydrolyse, ou bien d'une dissolution, vous avez une solution siliceuse concentrée par rapport à la silice. Cette solution peut finir par précipiter pour donner l'opale, carbone, diaspore, etc. Tous ces minéraux également ont leur utilité. Tout dépend de leur usage. D'accord? Au bout du compte, oui, pour qu'il y ait néoformation de nouveaux minéraux, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des associations entre les éléments chimiques. Et ces éléments chimiques vont s'associer en fonction de leur affinité par rapport à d'autres éléments chimiques, comme le fer, comme l'oxygène, comme les silicates. Et ce qui nous amène ici à ces trois classes-là. Pour qu'il y ait combinaison, reconstitution de nouveaux minéraux, il faut que les éléments chimiques aient soit une relation avec le fer. En ce moment, l'élément chimique va être appelé un élément sidérophile, ou bien il faut que l'élément chimique ait une relation avec le soufre. On va parler de association d'éléments chimiques avec le soufre, ça s'appelle sulfuration, on est dans les chalcophiles, ou bien association avec les silicates, silicium et oxygène, on est dans les lithophiles, ou bien en relation avec des éléments qui sont gazeux, avec une phase gazeuse. Pour parler un peu de ces classes géochimiques. D'accord? Donc toutes les substances également peuvent être classées dans ces quatre catégories-là, par rapport à leur nature géochimique, par rapport à leur affinité avec le fer, avec le soufre, avec les silicates ou bien avec les gaz. Alors, les différentes catégories de ressources géologiques. Là, c'est également une autre forme de classification, mais surtout basée sur l'usage de ces substances. Matériaux de construction ou bien matériaux de carrière. On a cité ici des exemples. D'accord? Les calcaires, les grès, les silex, sable dunaire, marbre, argile, sable à zircon, etc. Alors, parmi ces éléments, voire surtout les atapulgites. Les atapulgites qui sont des formes d'argile, mais surtout utilisées dans la confection, dans la fabrication de la peinture. À côté de la fabrication de la peinture, les atapulgites peuvent avoir d'autres utilités. D'accord? Alors ici, dans la région de Dakar, quelque part, vous avez des atapulgites qui sont exploités. Tu connais? Ceux qui habitent Thiès doivent savoir. Les atapulgites de Al-Sad. Donc, atapulgite, en tant que substance utilisée dans la fabrication de la peinture, va être également exploitée en tant que bout de forage. Vous connaissez c'est quoi les bouts de forage? En tant que substance de raffinage de sucre, ou bien en tant que substance de purification des huiles minérales. Les eaux douces, usage, énergie, minéraux ou roches ou minéraux industriels ayant un pouvoir calorifique, les minéraux utilisés dans la métallurgie ou bien la sidérurgie, et les minéraux industriels, roches ou minéraux dont les propriétés physico-chimiques sont mises à contribution dans différents usages. D'accord? Alors, dans les environnements de surface, vous avez ce tableau-là que je ne vais pas commenter, juste simplement de regarder les catégories de ces substances-là.
voir les éléments qui le composent et surtout voir un peu les processus de formation de ces types de jugements. Processus de formation de ces types de jugements et dans ces jugements, quels sont les types de substances qui sont les plus importants. Alors, le cadre géologique des gîtes d'origine exogène. Quand on parle d'altération, transport des produits d'altération, on va finir par parler de sédimentation. Et on sait que le plus grand milieu de sédimentation, c'est où? C'est le milieu marin. Mais la vitesse de sédimentation ou bien la sédimentation n'est pas identique dans tout le milieu marin. Vous avez dans le milieu marin une partie la plus propice pour la sédimentation, à la fois détritique comme chimique. Quelle est cette partie du milieu marin? Hein? Le milieu profond. Si tu regardes déjà ce schéma là, ce n'est pas forcément le milieu profond. Rappelez-vous que quand on parle d'altération, ce sont des roches continentales, des roches préexistantes qui sont altérées. Les produits vont être transportés sur de longues distances jusque dans le milieu marin. Donc à quel niveau la sédimentation va être beaucoup plus épaisse? Oui. Dans la zone marginale, dans la zone de la marge continentale, qui regroupe le plateau continental, le taille continental et le glacier. Et vous voyez que la partie jaune là, ce sont les sédiments. C'est cette partie-là où la sédimentation est beaucoup plus épaisse. Donc là où la sédimentation est beaucoup plus importante également, c'est là où il faut également aller chercher les substances minérales exogènes. D'accord? Si la mer se réduit maintenant, ce milieu devient continental, il faut exploiter pour pouvoir identifier les zones anormalement concentrées par rapport à un élément chimique. Ouais, d'accord. Donc, on remarque que c'est dans la zone marginale, surtout de type passif, que vous avez, n'est-ce pas, une concentration de substances minérales. C'est pour vous expliquer un peu le cadre géologique dans lequel on peut trouver les gîtes minéraux. Alors, vous avez également dans les bordures des bassins, d'accord? Même si ce n'est pas un milieu marin, quand vous avez un bassin intracratonique, si vous cherchez les substances utiles, il faut aller dans les bordures de ces bassins. Les bordures de ces bassins, c'est quoi? Ce sont ces zones qui se rapprochent de ces reliefs qui sont en train d'être érodés. Donc il faut aller chercher les substances dans ces zones marginales. On verra tout à l'heure qu'après, il peut y avoir des circulations de substances pour qu'il y ait précipitation dans ces bassins. C'est le cas ici. D'accord? Donc ce qui nous amène, toujours dans un contexte géologique bien déterminé, de parler de deux grandes familles de minéralisation en milieu de bassins sédimentaires. Tout à l'heure, on avait parlé de minéralisation dans les aires magmatiques. Là, on parle de minéralisation dans les aires sédimentaires. Et que là, vous avez deux grandes familles de minéralisation. Vous avez une minéralisation synsédimentaire et une minéralisation post-sédimentaire. Si vous voulez, il y a génétique ou épigénétique. Alors, c'est quoi une minéralisation génétique ou synsédimentaire? C'est une minéralisation qui va se produire au même moment que la sédimentation continue à s'effectuer. Donc, ça veut dire qu'avant même qu'il y ait diagénèse, qu'il y ait consolidation, vous avez dans les produits d'altération, produits à l'état liquide comme à l'état détritique solide, en mélange. Dans ces produits, vous avez quelque part une concentration d'une substance qui va se consolider en même temps que les autres éléments détritiques. On parle en ce moment de minéralisation synsédimentaire. Une minéralisation qui se passe au même moment où la sédimentation continue à s'effectuer. D'accord? Alors, dans ce cas de minéralisation, le plus souvent, vous avez la constitution de ce qu'on appelle les gisements de fer ou bien les gisements de manganèse.
le cas du fer, on verra ce qu'on appelle les vifs. Alors, par contre, on parle de minéralisation post-sédimentaire. Vous avez déjà le bassin qui est à l'état mature. Les formations commencent à se consolider. Qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir dans ce bassin-là une circulation tardive de fluides qui peuvent avoir une origine magmatique ou bien une origine sédimentaire même, une origine superficielle ou bien une origine météorique. Alors schématiquement, regardez, vous avez ici un bassin qui est constitué, mais en profondeur, dans la verticale de ce bassin-là, vous avez un magmatisme ici qui libère des fluides. Ces fluides hydrothermaux arrivent dans le bassin, circulent dans les formations géologiques de ces bassins et finissent par précipiter ou cristalliser. En ce moment, on peut parler de minéralisation dans le bassin, mais une minéralisation qui est tardive. On va dire une minéralisation qui a à épigénétique. Donc là, dans une question, si on vous présente des types de minéralisation, on vous donne des exemples, c'est à vous de voir est-ce que ces substances-là ont pour origine une minéralisation sédimentaire ou bien une minéralisation post-sédimentaire. Et quand c'est post-sédimentaire, on peut vous demander de décrire le processus de mise en place de ces minéralisations. Donc ça peut être ça, constitution d'un bassin, et dans la verticale de ce bassin en profondeur, vous avez une libération de fluides hydrothermaux qui arrivent dans ce bassin et se précipitent. Ou alors, vous avez dans ce bassin-là quelque part un milieu marin ou bien des eaux de surface qui s'infiltrent. Même si ces eaux-là, en s'infiltrant, sont encore très loin de l'air magmatique, ces eaux, du moment qu'elles s'infiltrent en profondeur, elles vont s'échauffer, elles vont gagner en température. Et comme on l'a dit, plus la température monte, plus les fluides tendent à plus les fluides traversent les formations géologiques, passent en profondeur, les fluides s'échauffent, plus les fluides vont altérer. Quand ces fluides altèrent, ces fluides vont s'enrichir en substances chimiques. Et quand ces fluides maintenant retournent à la surface ou bien dans le bassin, ça peut se précipiter ou bien cristalliser. C'est encore une minéralisation tardive. Mais une minéralisation qui est, du moins un hydrothermalisme qui est un peu général, parce que ça n'a rien à voir avec l'hydrothermalisme qui concerne le magma. Alors, dans ces cas de figure où vous avez des minéralisations post-sédimentaires, vous avez le cas où vous avez des minéraux qu'on trouve dans les grès, des substances qu'on trouve dans les félites, dans les argiles, ou bien qu'on trouve dans les formations carbonatées comme les calcaires. Souvent, vous pouvez entendre parler de grès phosphaté, calcaire phosphaté, etc. Comme s'il y a une minéralisation tardive de ces grès-là, ou bien de ces calcaires, ou bien des grès ferrugineux, surtout dans le cas des vifs. Ça veut dire que vous avez une minéralisation qui s'est produite après la constitution des grès. D'accord. Alors, toujours dans les généralités, les minéraux constitutifs des gisements sont génétiquement regroupés en 3 catégories. Les minéraux résiduels, on a ici des exemples. Les minéraux odigènes, c'est quoi un minéral odigène? Un minéral odigène, c'est quoi? Quand vous avez une altération qui se produit, vous avez les produits d'altération qui sont transportés à l'état solide, à l'état détritique, d'autres à l'état ionique, et vous avez les résidus qui restent sur place. Maintenant, les éléments qui sont transportés à l'état ionique, à l'état ion, vous avez des ions qui sont séparés, et dans le bassin, vous pouvez avoir une précipitation, une combinaison ou une recombinaison ou encore une néoformation
de ces substances chimiques-là en milieu aqueux. Là, vous pouvez parler de minéraux autigènes, c'est-à-dire des minéraux qui se sont formés sur place dans le milieu. Mais quand il s'agit d'éléments détritifs qui sont déjà constitués, arrachés, transportés, ça, ce sont des minéraux. Pour faire allusion aux autigènes, minéraux autigènes, comment vous allez appeler ces minéraux-là? Halogènes. Ou bien des minéraux alloctones, autochtones, formés sur place, ou bien alloctones qui viennent d'ailleurs, que étant déjà constitués ailleurs. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport à ces minéraux autigènes, ce sont tous ces minéraux qui se forment par précipitation chimique directe sur place, ou bien précipitation indirecte sur place, ou encore une précipitation biochimique. On verra le cas de beaucoup de phosphates qui se forment par précipitation biochimique. D'accord? Les précipitations chimiques ou bien précipitations biochimiques, il y a des métaux qui sont constitués à partir des bactéries souterraines. Donc, vous allez voir ça. Il ne faut pas imaginer que la pyrite puisse être fabriquée par des bactéries. Il y a des métaux comme ça qui sont constitués à partir de ces éléments d'origine organique. D'accord? Donc, thermo-autigène veut dire des minéraux qui sont formés sur place par précipitation directe chimique ou bien par précipitation biochimique. Ou alors par les phénomènes d'oxydation. D'accord? Vous pouvez avoir des résidus qui sont là, mais sous l'action de l'oxygène, sous l'action des rayons solaires, vous avez une oxydation et transformation d'un minéral en oxyde de fer. Vous avez des exemples d'oxyde de fer comme l'hématite, la bauxite, etc. Alors maintenant, vous avez les minéraux issus du volcanisme ou bien du thermalisme qu'on a déjà vu.